La TVT au cœur de l'information. Bonsoir et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, était à Conakry aux côtés de certains de ses pairs pour prendre part aux festivités marquant les 60 ans d'indépendance de ce pays. Un pays avec lequel le Togo entretient d'étroits liens de coopération à découvrir dans cette édition. Et puis Lomé et Berlin sont également de vieux partenaires. Et c'est pour cela que le Togo célèbre aux côtés des Allemands résidant à Lomé le 28e anniversaire de la réunification de la République fédérale d'Allemagne. Voilà pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 3 octobre 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 octobre 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Nyazingbe, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 4 projets de loi et 4 décrets, écouté 4 communications, suivi un divers et procédé à des nominations. Au titre des projets de loi, dans le cadre des réformes entreprises dans les secteurs administratifs, politiques et socio-économiques, le gouvernement a franchi ce jour une étape importante dans sa volonté d'initier des réformes structurelles de l'économie en incluant le secteur privé, comme le prévoit le Programme national de développement PND, en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens. À la suite de l'examen du projet de loi de finances gestion 2019, le gouvernement a examiné et adopté 3 projets de loi, dont 2 visent la privatisation de 2 banques publiques et l'une l'ouverture du capital de la holding Togocom. Le premier projet de loi adopté par le Conseil est relatif au projet de loi de finances gestion 2019. Les prévisions budgétaires 2019 s'appuient, comme par le passé, sur les orientations de la politique économique et sociale du gouvernement et sur le cadrage macro-budgétaire cohérent avec le programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit FEC, conclu le 5 mai 2017 avec le Fonds monétaire international. Ce projet, soutenu par la FEC, vise la stabilisation du cadre macroéconomique à travers la poursuite de l'assainissement des finances publiques, notamment une plus forte mobilisation des recettes, l'efficacité et l'efficience de la dépense publique pour une croissance inclusive et durable, ainsi que la maîtrise de l'endettement. L'élaboration du présent projet de budget 2019 tient compte de l'environnement économique international et de l'évolution de l'économie nationale à fin juin 2018. En 2019, l'activité économique évoluera dans un environnement marqué par la mise en œuvre des projets dans le plan national de développement PND 2018-2022, dont les principaux axes sont: axe stratégique 1, mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région; axe stratégique 2, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive; axe stratégique 3, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. La croissance économique sera tirée par la consommation finale des ménages et les investissements privés. Un effort sera fait pour maintenir les investissements publics à un niveau acceptable, tout en procédant à une gestion prudente et efficiente des dépenses publiques. Ainsi, le taux de croissance projeté serait de 5,1% en 2019 contre 4,9% en 2018. Les recettes budgétaires.
s'élève à 881 milliards de francs CFA contre des dépenses budgétaires de 895 milliards de francs CFA, dégageant un solde budgétaire déficitaire de 13,9 milliards de francs CFA. Les ressources de trésorerie sont estimées à 578,8 milliards de francs CFA contre des emplois de 562,9 milliards de francs CFA. Il en résulte un solde excédentaire de trésorerie de 13,9 milliards de francs CFA. Ce solde excédentaire finance le solde budgétaire déficitaire. Au total, le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1461 milliards de francs CFA contre une prévision de 1311 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de 11,5% sous l'effet notamment de la hausse des opérations de trésorerie qui sont passées de 475,6 milliards de francs CFA en 2018 à 576,8 milliards de francs CFA en 2019, soit une progression de 17,5%. Le gouvernement, à l'instar de l'année 2018, s'imposera la même discipline dans l'exécution de la loi de finances gestion 2019. Cette discipline aura pour objectif d'éviter tout dérapage préjudiciable à la stabilité macroéconomique. Le gouvernement s'engage résolument à poursuivre l'assainissement des finances publiques et à prendre toutes mesures permettant l'accélération de la croissance économique afin d'assurer une prise en charge adéquate de la demande sociale. Le deuxième et troisième projet de loi adopté par le Conseil porte sur les autorisations de la privatisation respective de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, la BTCI, et l'Union togolaise de banques, l'UTB. Dans le cadre de la politique de réforme et de libéralisation de l'économie togolaise engagée depuis 2006, le gouvernement a pris la décision de se désengager des 4 banques à capitaux publics, à l'occurrence la BTCI, l'UTB, la BTD et la BIA Togo. Cette décision a été matérialisée par l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi numéro 2010-012 du 7 octobre 2010 portant désengagement de l'État et d'autres personnes morales de droit public des entreprises publiques. En outre, le décret numéro 2011-117/PR du 27 juin 2011 portant adoption de la stratégie de privatisation des banques publiques avait été pris. Ce processus de privatisation des banques publiques a été soutenu par la Banque mondiale en appui aux efforts du gouvernement. Ainsi, 2 banques, notamment la BTD et la BIA Togo, ont déjà été privatisées. Le gouvernement a poursuivi ses efforts en vue de redressement de la BTCI et de l'UTB. Dans la recherche des solutions les plus appropriées, le gouvernement avait le choix entre la fusion et la privatisation. La seconde option, à savoir la privatisation de la BTCI et de l'UTB, est privilégiée car, d'une part, elle cadre avec la volonté du gouvernement de se désengager progressivement des secteurs productifs pour faire place au privé dans le cadre de sa politique de partenariat avec le secteur privé et d'autre part, en raison des opportunités actuelles du marché bancaire et du coût d'opportunité que représenterait la première option pour l'État. Ainsi, en application de l'article 61 de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État, ces opérations de privatisation doivent être autorisées par l'Assemblée nationale. C'est en vertu de ce qui précède que le Conseil a adopté les projets de loi autorisant la privatisation de la BTCI et de l'UTB. En conséquence, le gouvernement suspend le projet de fusion de ces 2 établissements. Dans la conduite de ce processus de privatisation, le gouvernement veillera à la préservation des emplois et des intérêts des employés, ainsi qu'à la consolidation du système financier. Le quatrième projet de loi adopté par le Conseil porte autorisation du transfert au secteur privé d'une participation de l'État au capital de la société holding togolaise de communication électronique Togocom. Cette décision obéit à une cohérence stratégique. Elle fait en effet suite à l'initiative du gouvernement de créer en 2017 Togocom, une holding qui rassemble Togo Télécom et Togo Cellulaire, les 2 opérateurs historiques de la téléphonie fixe et mobile. L'ouverture du capital devrait permettre à Togocom
de se doter de moyens nécessaires à la réalisation de ses ambitions. Elle lui permet ainsi de consolider sa capacité d'investissement et de bénéficier des dernières innovations en matière de TIC pour développer de nouveaux segments de croissance. Les objectifs visés de modernisation des infrastructures réseau et de diversification des offres fixes et mobiles grâce à l'Internet très haut débit à travers la fibre optique s'inscrivent dans le processus de transformation du groupe initié depuis 2015. Ces orientations stratégiques devraient permettre au groupe de satisfaire non seulement la forte demande des consommateurs d'accessibilité à des services d'excellence, qualité et à bas prix sur toute l'étendue du territoire, mais aussi de financer ces projets en adoptant une approche innovante pour leur mise en œuvre. En définitive, l'ouverture du capital est primordiale au regard de la nouvelle dynamique dans laquelle entend s'insérer Togocom pour assumer pleinement ses missions de stimulateur de la croissance. Au surplus, cette opération accélérera le développement et les investissements dans le secteur des télécommunications, offrant ainsi une meilleure qualité de service et des prix très compétitifs au bénéfice des populations et des entreprises, tout en soutenant la stratégie de développement du pays. Au titre des décrets. Le premier décret examiné et adopté par le Conseil porte modification du décret numéro 2008-098-PR du 29 juillet 2008 portant création des trésoreries principales et le décret 2008-100-PR du 29 juillet 2008 portant création des trésoreries. L'Assemblée nationale a voté le 7 juin 2016 une loi portant création des préfectures. Il s'agit de la sous-préfecture de Meaux, érigée en préfecture, de la préfecture d'Agouin-Yvé, de la préfecture de Loti Sud et de la préfecture de Penjal Ouest. Pour compléter le dispositif juridique indispensable à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales, il est nécessaire de créer les trésoreries par décret afin de permettre au ministre chargé des Finances de nommer les comptables publics, les trésoriers, dans ces nouvelles préfectures. Ainsi, le premier décret érige dans la préfecture d'Agouin-Yvé une trésorerie principale qui répond au souci de la mettre au même niveau de classification que la trésorerie principale du Golfe et la trésorerie principale de Lomé commune. Et le deuxième crée la trésorerie dans les préfectures de Meaux, de Loti Sud et de Penjal Ouest. Le deuxième décret adopté par le Conseil détermine les modalités d'application du titre 4 relatif au régime de privatisation de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Le troisième décret adopté par le Conseil modifie le décret numéro 2014-112-PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès au réseau de communication électronique. Le décret du 30 avril 2014 donne la possibilité aux opérateurs de recourir à l'itinérance nationale en vue d'optimiser la couverture globale du territoire. Cependant, la couverture induite par l'itinérance sur le réseau d'un partenaire national ne peut être prise en compte parmi les obligations de couverture prévues dans les cahiers de charges des opérateurs concernés. Le présent décret modifie le décret numéro 2014-112-PR du 30 avril 2014, notamment l'article 31, en donnant aux opérateurs la possibilité de recourir à l'itinérance nationale pour remplir les obligations de couverture prévues dans leur cahier de charges. Ceci dans le but d'assurer une meilleure rationalisation des investissements des opérateurs, notamment dans les zones à faible densité de population, en vue d'accélérer la couverture de localités éloignées, en particulier avec la technologie 4G, qui permet un accès à l'Internet très haut débit. Le quatrième décret adopté par le Conseil modifie le décret numéro 2014-088-PR du 31 mars 2014 portant sur le régime juridique applicable aux activités de communication électronique. La loi numéro 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi numéro 2013-003 a prévu le régime juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs de services. Son décret d'application numéro 2014-088
du 31 mars 2014 a entre autres fixé les règles applicables à l'actionnariat du titulaire d'une licence. Le présent décret modifie le décret numéro 2014-088-PR du 31 mars, notamment l'article 8 en clarifiant davantage l'obligation d'un accord préalable du gouvernement pour certaines modifications du capital social, de sa répartition ou de celle des droits de vote. Les modalités de mise en œuvre du droit de préemption de l'État en cas de changement de contrôle ou de prise de participation au capital d'un autre opérateur ou par un opérateur dans le capital d'un titulaire de licence, notamment les termes de rachat des actions. Le 5e décret adopté par le Conseil institue un prélèvement à l'exportation sur les noix de cajou, le PNC. Conformément à l'article 9 alinéa 2 de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé, autre que l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs sont établis par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Finances et du ministre intéressé. Le décret pris par le Conseil a pour objectif d'instituer un prélèvement à l'exportation sur les noix de cajou. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil, présentée par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, est relative à la mise en place d'une plateforme multi-acteurs de concertation et de collaboration en matière de droits de l'homme. La mission de protéger et de promouvoir les droits de l'homme incombe principalement aux autorités étatiques, mais aussi à d'autres acteurs, notamment ceux de la société civile. Pour accroître l'impact des actions de chaque acteur, le gouvernement encourage de plus en plus les initiatives en faveur d'une large collaboration avec les organisations de défense des droits de l'homme crédibles. La plateforme multi-acteurs est un cadre de concertation et de collaboration entre l'État, les institutions nationales de droits de l'homme, les organisations de la société civile, les médias publics et privés, ainsi que la cellule de veille en matière de droits de l'homme. Elle sera un cadre de concertation qui aidera à la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel, l'EPU. Elle permettra également de relever les défis liés au renforcement du cadre légal et institutionnel de promotion et de protection des droits de l'homme. Présentée par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'habitat, la deuxième communication écoutée par le Conseil porte sur la tenue de la 37e Assemblée générale annuelle de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique, Shelter Afrique, les 19 et 20 juillet 2018 à Nairobi au Kenya. Cette assemblée a pour thème « Agir rapidement, investissement institutionnel dans le logement abordable ». À l'issue des travaux, l'Assemblée a adopté 4 résolutions. En marge des travaux de cette Assemblée, la délégation togolaise a eu une séance de travail avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, et a abordé les questions relatives au mémorandum d'entente entre le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie et ONU Habitat, signé le 15 novembre 2017, dans le but de promouvoir des établissements humains sains, viables et durables. Au cours de la séance de travail, les deux parties ont convenu d'élaborer conjointement une feuille de route relative aux activités de révision de la politique nationale de l'habitat et du développement urbain, de renforcement de capacités en matière de gouvernance foncière et de poursuite des échanges pour la mise en place d'un observatoire du développement urbain au Togo. La troisième communication écoutée par le Conseil a trait à l'utilisation du réseau e-gouvernement, e-Gouv. Le réseau e-Gouv fournit à l'ensemble des bâtiments raccordés par la fibre optique une connexion interne haut débit. Cependant, les administrations bénéficiaires doivent équiper l'intérieur de leur bâtiment des installations informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la connexion Internet. En outre, la formation de leurs agents à l'utilisation des outils informatiques mis à leur disposition relève également de leur responsabilité. Enfin, une charte de bon usage du réseau e-Gouv doit être mise en place pour encadrer son accès par les utilisateurs à des fins exclusivement professionnelles. Au titre du divers, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a rendu compte au Conseil
du démarrage des opérations de recensement électoral qui a débuté dans la zone 1 le lundi 1er octobre. À la date du 2 octobre 2018, 2839 comités de listes et cartes ont reçu chacun leur kit pour l'enregistrement biométrique des électeurs ainsi que pour l'édition de leur carte d'électeur dans les CELI. 1929 groupes électrogènes ont été déployés. 6200 opérateurs de saisie, les OPS, ont été recrutés, formés et déployés dans les CRV. En dehors de la pluie du premier jour, il a été relevé quelques difficultés techniques au début de ce recensement dans certaines CELI. Ces difficultés sont progressivement surmontées et tous les CLC dans les 20 CELI concernés ont démarré l'enregistrement et la délivrance des cartes d'électeurs à nos compatriotes en âge de voter. Au titre des nominations, 2 nominations ont été faites au titre de la primature, le secrétaire général du gouvernement et le secrétaire général adjoint du gouvernement. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ont été nommés le commandant de la Force Sécurité Élection, FOS 2018, le commandant adjoint gendarmerie de la FOS 2018, ainsi que le commandant adjoint police FOS 2018. Ferlomé le 3 octobre 2018, le Conseil des ministres. Et je vous donne maintenant lecture de ces différents décrets pris en Conseil des ministres ce mercredi. Au titre de la primature, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Ahondo Komlan, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Span Macré, administrateur civil, manager des administrations publiques, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement. Et ces décrets seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Le commissaire divisionnaire de police, Kuduovo Teko Maouli, directeur général de la police nationale, est nommé commandant de la Force Sécurité Élection FOS 2018. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Le commissaire divisionnaire de police Balaté Mikidiebe de la police nationale est nommé commandant adjoint police de la Force Sécurité Élection FOS 2018. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Le lieutenant-colonel Saparapa Ibouraïma de la gendarmerie nationale est nommé commandant adjoint gendarmerie de la Force Sécurité Élection FOS 2018. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution de ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. En 1958, la Guinée-Conakry accédait à son indépendance. En 60 ans, c'est une souveraineté assumée pour le pays. L'apothéose de cette commémoration a été marquée par un impressionnant défilé militaire, paramilitaire et civil au stade du 28 septembre à Conakry. Et plusieurs chefs d'État y ont pris part. Ils ont pris part à ces festivités, parmi lesquelles le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. Le Togo et la Guinée-Conakry entretiennent d'excellentes relations de coopération dans plusieurs domaines. Le récit de ce séjour du chef de l'État en terre guinéenne avec ce compte rendu de Prudence Kossi Zinsou. Le stade du 28 septembre de Conakry aux couleurs nationales pour commémorer une date symbolique qui reste encore gravée dans la mémoire collective des Africains. Le 60e anniversaire de l'accession de la Guinée-Conakry à la souveraineté internationale. Cet événement historique pour tout un continent a connu la participation de plusieurs chefs d'État africains, dont le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe. En 60 ans de dépendance, c'est une souveraineté assumée pour ce pays de l'Afrique francophone, l'un des tout premiers à accéder à son indépendance. Et l'impressionnant défilé militaire, paramilitaire et civil démontre bien la taille de l'événement ainsi que la détermination et l'attachement du peuple guinéen à sa nation.
La commémoration de ce jubilé de diamant est aussi l'occasion de rendre hommage au père fondateur de la Guinée-Conakry, Ahmed Sékou Touré, et d'autres héros nationaux. Très attachés aux valeurs de souveraineté et de concorde nationale, le Togo et la Guinée-Conakry entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et d'amitié. Le président guinéen Alpha Condé est d'ailleurs au cœur de l'actualité politique togolaise en tant que l'un des facilitateurs désignés par la CEDEAO pour conduire le dialogue intertogolais. Les deux pays développent aujourd'hui une coopération fructueuse dans plusieurs domaines de développement. Sur le plan national, le président de l'Assemblée nationale d'Ahmad Dramani a reçu ce mercredi Johannes Zélé. Il est membre du Parlement allemand et président du groupe d'amitié germano-togolais. Ils ont ensemble discuté des questions, évoqué les questions relatives à la prochaine fête nationale allemande. Nous écoutons M. Zélé au micro de Sandra Adiagbi. Nous sommes arrivés ici en tant qu'amis du Togo et on va fêter notre fête nationale allemande ici ensemble au Togo. Nous sommes très contents de consolider l'amitié germano-togolais qui date pas d'hier et on est vraiment très heureux que le Togo se soit qualifié pour le Compact Wave africain et pour implémenter le projet envisagé. Et dans notre délégation, on a des entrepreneurs qui veulent s'investir ici. Et déjà, on peut vous annoncer que la première prise des pierres va aujourd'hui être effectuée. On a aussi discuté des élections législatives et on ne peut qu'espérer que ce processus s'inscrit dans la paix. Denn der ist für die weitere Entwicklung ganz besonders wichtig. 28 ans déjà que la République fédérale d'Allemagne a connu sa réunification. Au Togo, l'événement a été célébré autour de l'ambassadeur d'Allemagne ce mercredi à Lomé. Occasion pour ce dernier de réaffirmer la disponibilité de son pays à soutenir le Togo dans son processus de développement. Le compte rendu avec Luc Assi. Monsieur le ministre. Un toast pour célébrer le 28e anniversaire de l'unité allemande. Une réunification qui résulte de l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne suite à un processus qui a connu son épilogue le 3 octobre 1990. Et cette commémoration coïncide avec les 30 ans de coopération bilatérale entre le Togo et l'Allemagne. Des années durant lesquelles plusieurs réalisations ont été menées au Togo par la République fédérale d'Allemagne. La GIZ et le KfW, qui sont présents sur le terrain à travers des projets et programmes, sont les bras ouvriers du gouvernement allemand au Togo. Le pays s'engage d'ailleurs à soutenir le programme national de développement du Togo, qui s'est d'ailleurs inscrit dans la voie de la modernisation et des réformes. La fête ici souligne bien sûr l'unité d'Allemagne, mais aussi les liens entre le Togo et l'Allemagne, les 30 ans d'histoire commune qui nous lient, tous les gens qui apprennent l'allemand ici au Togo, les relations culturelles, mais aussi bien sûr les relations économiques et politiques. Donc je me réjouis que j'ai pu accueillir aujourd'hui une délégation du Bundestag allemand, 3 députés qui sont venus avec des hommes d'affaires et avec des représentants des ONG allemandes. Et les députés sont venus pour fêter avec nous, pour approfondir les relations entre les deux pays, pour ouvrir les portes pour l'investissement, pour les investisseurs allemands, et aussi pour poser la première pierre d'un hôpital à Sinkassé. J'ai noté avec satisfaction avec mes amis, les ambassadeurs G5, que maintenant, avec l'appui de la CEDEAO, avec l'appui des facilitateurs et de leurs représentants, il y a la possibilité d'arriver à des réformes constitutionnelles en consensus et pour organiser des élections transparentes, équitables et crédibles au Togo. L'Allemagne appuie les efforts de la CEDEAO dans ce sens, parce que c'est finalement au peuple togolais de décider eux-mêmes dans les urnes sur leur futur.
Le processus électoral enclenché au Togo est fortement salué et soutenu par l'Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, a exprimé sa gratitude à son hôte pour la disponibilité de son gouvernement à accompagner le Togo. Il a aussi transmis à l'ambassadeur d'Allemagne au Togo les félicitations du chef de l'État Faure Issozimna Gnazingbe et du gouvernement au peuple allemand pour ce jour important de leur histoire. Le ministre Robert Doucet est revenu sur les relations d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays. Des relations mieux une coopération qui se manifeste dans les domaines de la culture, de l'économie, de l'éducation, entre autres. L'organisation à 2 reprises du printemps de la coopération germano-togolaise est l'une des preuves de la bonne marche de cette coopération bilatérale. L'Assemblée nationale togolaise accueille depuis ce mercredi, et ce pour 2 jours, la 16e réunion du réseau parlementaire francophone de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Venus de 8 pays, ces parlementaires vont, au cours des travaux, faire l'état des lieux de la lutte contre ces 3 pandémies, afin de mieux s'engager à travers de nouvelles stratégies dans la riposte pour contribuer ainsi à l'avènement d'un monde plus sain. Nathalie Panégué pour le compte rendu. 2017, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, 3 pandémies, 3 problèmes majeurs de santé publique à combattre à tout prix. À Lomé, la 16e réunion du réseau parlementaire francophone planche une fois encore sur la question. Il s'agit pour ces parlementaires de revisiter les actions menées par l'organisation sous-régionale dans les 8 pays membres engagés dans la lutte il y a 18 ans. Depuis le début des années 2000, ces 3 maladies sont devenues de véritables pandémies et ça menace la stabilité mondiale, ça menace le développement, en particulier dans les pays africains. Et donc les parlementaires de la francophonie ont pris à cœur cette problématique. La 16e réunion qui se tient aujourd'hui à Lomé est l'occasion de l'ensemble des parlementaires de la francophonie de faire l'état des lieux sur toute l'implication des différents parlements afin d'atteindre des objectifs qui sont des objectifs de faire réduire les taux de mortalité, de faire réduire le nombre de nouvelles infections et de faire en sorte que les populations dans nos différents pays se portent mieux. L'objectif à court terme à atteindre d'ici à 2020 est basé sur le concept 90-90-90. Il faut donc se mobiliser pour que 90% de la population active connaisse son statut sérologique. 90% des personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement antirétroviral et 90% des patients sous traitement aient une charge virale quasiment nulle. Et le Togo fait déjà sa part. Le Togo abrite la réunion parce que le Togo fait figure de bon élève en matière de lutte contre le VIH-Sida, en matière de lutte contre la tuberculose, en matière de lutte contre le paludisme. En 10 ans, le taux de nouvelles infections a baissé de 50%. Le taux de mortalité a baissé de 45% et nous espérons que d'ici à l'an 2030, nous assisterons à la fin de la pandémie au Togo, c'est-à-dire on espère avoir 0 cas de VIH-Sida dans notre pays. En 2017, par exemple, le monde comptait 35 millions de personnes vivant avec le VIH, dont plus de 25 millions en Afrique. C'est dire que le chemin à parcourir est long pour atteindre l'ODD 3 qui recommande de mettre fin à l'épidémie à l'horizon 2030. Et après ces échanges, il faut signaler que ces députés membres du réseau parlementaire francophone de lutte contre ces 3 pandémies ont visité dans l'après-midi l'ONG Espoir Vie Togo à Lomé-Gam et le centre de santé de Lomé, 2 structures qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous reviendrons en détail sur cette visite dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, 3e jour des opérations de recensement dans la zone 1. L'affluence est différente des 2 premiers jours. À chaque jour, le nombre d'enrôlés s'accroît. Un tour dans un centre à Edjanaoui et le constat est là. Des jeunes en âge de voter se manifestent. Ils expriment leur engouement pour les échéances électorales à venir. Pierre Soussupo pour le compte rendu. Quand on s'apprête à accomplir son devoir civique pour la première fois, la démarche est tout autre. Ama et Denise ont tous deux grandi ensemble dans ce quartier de Hedjanaoui. Elles ont 18 ans révolus. Plus rien à attendre,
pour se faire enrôler. On entend toujours parler du vote, mais bon, c'est la première fois en fait. Donc, j'ai 18 ans, ça fait 2 ans et j'ai hâte de voter aussi. Je viens d'avoir 18 ans, ça fait au moins 2 ans. Donc, je suis là pour faire la carte. Bon, c'est un devoir, c'est le devoir de tout citoyen de faire la carte et de voter. C'est pourquoi je suis là. Vous êtes pressé de l'avoir? Qu'est-ce que ça représente ça pour vous? On est un peu pressé de l'avoir. Des 2 sœurs, l'une paraît plus jeune que l'autre. Très impatiente, elle se dirige vers le CLC, comité liste et carte. Et quand nous avons tenté de savoir ce qui justifie leur âge... Je suis né le 31 janvier 1998 à Lomé. Denise, allons-y. Allez. Bon, j'avais dit. Une fois admise dans le bureau, le processus commence. Les différentes étapes franchies, elle pose devant l'opératrice de saisie, l'une après l'autre. Et au bout d'une quinzaine de minutes... Voilà, je viens d'avoir ma carte, donc je suis prête pour accomplir mon acte civique. Au dehors, on peut compter dans la masse beaucoup d'autres jeunes en âge de voter. Dans ce centre du recensement, ils trouveront certainement tous satisfaction, surtout ceux qui sont en règle. Pour l'heure, tout va bon train. Les membres des CLC et les opérateurs de saisie sont visiblement rompus à la tâche. Vous êtes au lycée Yanawe, sur le kit numéro 1. Tout se passe très bien. Ça s'est déroulé très bien depuis le matin, jusqu'à ce temps-là. Mais la difficulté, c'est que nos imprimantes nous lâchent des fois. Mais on trouve une solution. Aussitôt, quand ça relâche, quand ça ne sort pas bien, on fait appel aux techniciens, ils amènent l'imprimante. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout est bien passé. Il y a l'affluence. À environ 7 km de là, l'école primaire publique de Gonvier. Le matin, il y a plus d'affluence par rapport à midi et vers la soirée. Il y a aussi un peu d'affluence, mais nous arrivons au moins à satisfaire pour le moment l'affluence. La CELI a mis à notre disposition une flotte, un numéro. Donc dès qu'il y a un problème, nous appelons la CELI dont nous faisons partie et il nous envoie un technicien qui vient nous prendre en charge pour faire face aux difficultés. Et au fur et à mesure que les jours passent, l'affluence est au point. Emilienne, cette opératrice de saisie et son binôme, comme beaucoup d'autres, comptent donner le meilleur d'eux-mêmes pour des opérations réussies. Les opérations se poursuivent donc et les équipes sont en place. Une de nos équipes de reportage s'est rendue justement dans le Hao et le Moyen Mono pour constater l'effectivité de cette opération de recensement. À Notier, tout comme à Ton, l'opération d'enrôlement est effective. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Un matin quelque peu ensoleillé à Ngotien, dans la préfecture de Hao. Dans ce centre de recensement et de vote au CG Ngotien Ville 1, des populations en rang pour se faire enrôler. Alassane Kossi est sans pièce. Il va se faire assister par le chef traditionnel des lieux comme personne ressource. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur. Tu es chauffeur. Tu viens d'où? Comme tu n'es pas de Notiens. Tu étais où avant? J'étais à Agbati. Agbati. Ah, Agbati, c'est dans la préfecture de Hao. Tu es à Notiens. Tu es né à Agbati. Tu n'as pas l'ancienne carte? Je n'avais pas de carte. Ah, tu n'as pas l'âge de voter. C'est maintenant que tu veux te faire... Avec ce témoignage, il est reconnu natif de la localité et donc il peut être enrôlé. Je n'ai pas de pièce d'identité, mais grâce au témoignage du chef, après plusieurs questions, il m'a reconnu comme natif de Notiers et j'ai ma carte d'électeur. Kondo Niaou, lui, il est le président de la CELI Hao. Il s'apprêtait à aller visiter un centre de recensement et de vote quand nous l'avons rencontré. On l'a suivi à l'EPP d'Akbodi très tôt le matin. Dame Ablavi Epou va être la première personne à s'enrôler après le passage du président de la CELI. Et c'est vite fait. La carte, c'est un peu rapide. J'ai eu ma carte environ 5 minutes. Je suis contente d'avoir la carte, quoi. Parce que j'irai voter, quoi. Dans ce centre, il y a 3 comités de liste et cartes. À chaque niveau, le processus est en marche et les opérations suivent leur cours normal. Nous prenons la route du Moyen Mono, direction Tong, à 55 km de la ville de Ngotien. Il est environ 14 heures.
Bariche et Doumassi forment le binôme déployé ici à l'EPP Centre de Toum. Ils nous font le point du début des opérations jusqu'à présent. Aujourd'hui, déjà à 7h, on est là. On fait les dispositions. Déjà à 7h15, comme ça, on a commencé le travail proprement dit. La même ambiance a été constatée à l'EPP Pové Marché et bien d'autres centres où nous sommes rendus. Et c'est comme ça, nous rassurent les responsables de la localité, l'effectif va aller in crescendo jusqu'au 8 octobre pour que tous les Togolais âgés de 18 ans et plus se fassent enrôler dans cette première zone. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance du public et de tous les agents électoraux déjà à partir de ce mercredi 3 octobre 2018, les centres de recensement et de vote s'ouvrent à 7h et se refermeront à 17h au lieu de 16h jusqu'à la fin du recensement dans toute la première zone. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur mobilisation. C'est un périple qu'elle a entamé depuis la semaine dernière et qui s'est achevé en fin de semaine. Et la dernière phase de la tournée a conduit Madame Victoire Tomega Dogbé, ministre en charge du développement à la base, dans le Zior et dans la préfecture d'Aguenivé. Là, des travaux de construction d'infrastructures marchandes, un centre médico-social et une salle de conférence ont été lancés, respectivement à Kovié, Mission Tové et à Détikopé. Le compte rendu avec Pierre Soussouko. Quand les castagnettes et les tam-tams résonnent, une nouvelle s'annonce, la bonne, et se célèbre. Et la bonne nouvelle, la voici. Un nouveau marché va bientôt sortir de terre sur ce site. Victoire Tomega Dogbé est ici accueillie par la population de Kovié, rassemblée pour la cérémonie inaugurale de la pose de première pierre. Et quelques coups de truelle donnent le ton au démarrage des travaux. Le marché de Kovié qui sera construit changera beaucoup de choses dans la vie économique des villageois et des habitants de la population tout entière de Kovié. Ce marché permettra à nos sœurs, nos mères, de venir échanger leurs biens. C'est un marché moderne qui viendra remplacer celui-ci vétuste de par l'usure du temps. Aux côtés du ministre du Développement à la base, les cadres du milieu. Ils ont saisi l'opportunité pour témoigner leur reconnaissance au président de la République pour ses multiples actions en faveur de la population de Kovié et de ses environs. Pour le gouvernement, il est question de couvrir les besoins de base légitimes de la population. C'est donc une réponse à la demande de la population de Kovié de disposer de marchés, parce que les femmes ont besoin de lieux de travail sécurisés, protégés contre les intempéries. Donc ici à Kovié, la joie est totale parce que les femmes ont beaucoup accueilli ce projet que le gouvernement veut mettre à leur disposition. Avant Kovié, Mission Tové. Là, au cœur des préoccupations prioritaires, la réhabilitation de ce centre médico-social qui date de 1946. On est très fiers que bientôt nous aurons des matériels adéquats, une belle structure, et on pense bien que la fréquentation va reprendre normalement, la population sera satisfaite, les personnels également seront également satisfaits pour travailler dans un milieu adéquat. L'entreprise en charge des travaux dispose de 8 mois pour livrer l'ouvrage aux bénéficiaires. Les responsables régionaux de la santé s'impatientent. Nous voulons profiter de cette occasion pour témoigner notre gratitude à tous les partenaires et l'État qui ont œuvré pour que aujourd'hui ça soit concret. Après 8 mois, nous aurons une structure ici à Mission Tové adaptée à la population pour l'amélioration des soins. C'est en fait un périple entamé il y a 3 jours par le ministre du Développement à la base. Dernière étape et dernier jour de la tournée a débuté ici à Détikopé dans la préfecture d'Aguenivé. La mobilisation spontanée des jeunes et femmes d'ici justifie l'intérêt du projet, la construction d'une salle de conférence de 500 places. Ici à Détikopé, nous sommes tellement nombreux. On a besoin de ces infrastructures. C'est un nouveau canton créé et avant on n'avait pas ça. Aujourd'hui, nous remercions le gouvernement
Au terme de la tournée, on décline l'urgence des actions qui s'imposent. Nous avons également été à Michintové où il est prévu la réhabilitation du centre médico-social. Et ce centre médico-social va comporter une maternité digne de ce nom et d'une pharmacie, de laboratoire. Il y aura l'existant va être réhabilité. En tout cas, là également, nous avons noté que c'était une attente de la population qui va être comblée dans les mois qui viennent. Mais nous avons démarré la journée avec Adétikopé, le canton d'Adétikopé dans la préfecture d'Angoignivé, où nous avons eu à lancer des travaux pour la mise en place d'une salle de conférence pour le centre de jeunes d'Adétikopé. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'espaces sécurisés pour pouvoir se retrouver et être formés, être éduqués à la citoyenneté, et ceci contribue à leur épanouissement. Et ça également, c'est un programme que le chef de l'État a lancé depuis quelques années déjà pour mettre ces infrastructures à la disposition de la jeunesse togolaise. Et la mise en place de ces infrastructures permet la création d'emplois dans ces localités et permet également d'occuper les jeunes. Et je profite de ces moments de sensibilisation pour passer des messages clés, c'est-à-dire l'accès à la microfinance, l'accès pour les jeunes au mécanisme d'entrepreneuriat. Si environ 50 millions de francs CFA vont être nécessaires à la construction de la salle de conférence, 162 millions le seront pour la réfection du centre médico-social. Et il faut une enveloppe de plus de 250 millions de francs CFA pour la première phase des travaux de construction du nouveau marché de Kovie. Et notez que ce mercredi, une nouvelle vague de volontaires nationaux de compétences a prêté serment. Un acte est devenu une tradition qui va permettre à ces nouveaux volontaires d'accomplir leur mission, celle d'appuyer les structures et d'œuvrer pour le développement du Togo. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie de prestation de serment des nouveaux volontaires dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué du gouvernement pour terminer, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 6 octobre 2018 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à ce effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadre de la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 ou au 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.